Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 11 août 2023. Avant d'aller plus loin, je rappelle que mon partenaire est Oli, une marque de boissons énergisantes et une marque de thé. Si vous êtes intéressé, bien évidemment, tout est dans la description. Code promo Total Catch et Total Catch 5. Le show qui débute avec un classique, Charlotte Flair face à Asuka. C'était de ce qu'on a vu, parce que c'est un match qui va pas durer hyper longtemps, meilleur que le match A3 de SummerSlam. Alors je sais que ça fait beaucoup débat ce match, certains ont adoré, certains n'ont pas vraiment apprécié, comme moi, même si j'ai mis la moyenne, bien évidemment. Mais voilà, je sais que ce match a fait pas mal débat. Moi, c'est pas un match que j'ai aimé. J'ai trouvé qu'il y avait trop d'approximations. Là, pour le coup, je vois pas d'approximation. Je trouve que Charlotte Flair est bien, Asuka est bien. Bon, c'est un match qu'on a vu et revu. Je veux dire, c'est un match classique. J'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'on le voit quasiment toutes les 2 semaines. Dès que Charlotte Flair est présent, c'est un match qu'on voit vraiment toutes les 2 semaines. Donc pas de nouveauté, mais c'est c'est bon en tout cas sur les 5 minutes. Mais finalement, Damage Control vont venir. Alors au début, tu te dis, bon, elles vont simplement regarder le combat avec la nouvelle championne Io Sky. Pourquoi pas. D'ailleurs, Dakota Kai est présente, mais Dakota Kai l'a bien précisé, elle n'est toujours pas apte à revenir. Certes, elle est présente à l'écran, elle était présente à SummerSlam, mais elle n'est pas apte physiquement. Et finalement, Io Sky va décider d'intervenir. Donc, disqualification. Pas de gagnante dans ce combat. Alors je sais plus, elle attaque qui en première, donc ils ont sans doute donné la victoire à quelqu'un, mais bref, rien de très important. Et Damage Control va frapper finalement Charlotte Flair et Bianca Belair et Asuka, pardon, et vont annoncer Io Sky la nouvelle championne féminine. Bon, on a connu mieux. On a connu mieux comme début. On a connu mieux comme début pour une championne aussi. Io Sky, je veux dire, intervenir comme ça pendant un match, un match intéressant entre Asuka et Charlotte Flair. Ouais, bon, c'était pas terrible. C'était pas terrible, honnêtement, pour un début de show. Faire un match de 6-7 minutes entre Charlotte et Asuka pour qu'ils se finissent de cette manière-là, j'ai connu mieux. Karrion Kross fait face à AJ Styles dans un match qui doit clôturer cette histoire. J'ai envie de dire, enfin, on n'en peut plus. J'ai l'impression que ça fait des mois et des mois qu'on a commencé. On a cru à un moment donné que cette histoire était terminée. Finalement, cette histoire avait repris. On avait eu un match bizarre où AJ Styles l'avait emporté en quelques secondes. C'était bizarre, on avait l'impression que Karrion Kross était blessé. Mais là, pour le coup, on a un vrai match qui va durer plus de 7-8 minutes, quelque chose comme ça. Et qui est bon. C'est un bon combat et ça me rappelle leur premier affrontement qui était vraiment bon. Et finalement, les meilleurs matchs de Karrion Kross depuis qu'il a fait son retour, depuis maintenant plus d'un an, sont face à AJ Styles. Alors vous allez me dire, forcément, c'est AJ Styles, donc ça aide en termes de qualité de combat, forcément, c'est sûr. Mais en tout cas, il y a une belle alchimie entre les deux. Je trouve que voilà, les deux styles s'opposent plutôt bien. Et voilà, je trouve que ça donne de belles affiches. Clairement, on peut le dire, il y a un énorme botch pendant ce combat. Vous le savez, AJ Styles porte une prise où il fait un moonsault dans le coin du ring et finalement, il rattrape son adversaire pour porter un DDT inversé. Ça va pas se passer de cette manière-là. Les deux vont mal se comprendre. D'ailleurs, ils vont essayer de récupérer cette prise, mais c'est pas très beau ensuite. Bref, j'en prends pas compte, on va dire, sur la note globale du combat parce que j'ai quand même passé un bon moment devant le match. Mais c'était pas joli, ce botch. Parce que c'est le seul botch du match, donc voilà, c'est la seule approximation qu'il y a dans ce combat. Bien évidemment, on va avoir des interventions de Scarlett, mais qui va être bien gérée par Mia Yim. Et finalement, AJ Styles va l'emporter avec son Styles Clash. C'était bon, et AJ Styles le remporte ce combat et remporte cette histoire face à Kross. Je pense que c'est le bon choix, et c'est une bonne chose pour les deux. AJ Styles va pouvoir voir ailleurs, et on a envie de ça. Et idem pour Karrion Kross, même si... pas sûr que ce soit si intéressant. On est du côté du Canada et forcément, Edge va faire son retour. Alors Edge qui était pas du tout averti pour ce show, qui était averti pour le show la semaine prochaine du côté de Toronto, parce que la semaine prochaine on va fêter ses 25 ans de carrière chez WWE, mais il est là, du côté de Calgary. Ok, je m'attendais pas du tout, personne s'y attendait pour le coup, parce qu'il était averti la semaine prochaine, donc ça n'avait aucun sens de le voir cette semaine. Et il est là, et il le dit, je me suis dit, attends, on est du côté du Canada. Certes, la semaine prochaine,
voilà, je dois être présent, mais on est du côté du Canada, pourquoi je ne viendrai pas aujourd'hui? Et il le dit, je viens aussi aujourd'hui parce que bah, je veux affronter Sheamus la semaine prochaine. J'ai regardé, on s'est jamais affronté, et il faut savoir que j'ai une vraie histoire avec Sheamus, parce que bah, ça, un peu grâce à lui, voire c'est grâce à lui, eh bien qu'aujourd'hui, eh bien, je suis sur un ring de la WWE, parce que il faut le savoir, hein, pour ceux qui ne le savent pas, Sheamus a une chaîne finalement YouTube où eh bien, il fait des séances de sport, vraiment de tout genre. C'est vraiment hyper intéressant parce qu'on y voit d'ailleurs beaucoup de superstars et tu vois ces superstars sous un autre angle. Et franchement, allez la voir, c'est Celtic Warrior, c'est hyper intéressant. Et finalement, bah, il le dit, je crois que c'est 2019 ou quelque chose comme ça, eh bien, il était sur cette chaîne et après cette séance, et finalement il s'est dit, mais pourquoi je reviens pas sur le ring en fait? Et justement, pour se préparer pour son retour lors du Rumble, eh bien, il s'est entraîné avec Sheamus. Sheamus est venu à la maison, il l'a entraîné pendant des jours, et donc c'est Sheamus qui s'est occupé de Edge. Donc, belle histoire entre les deux. Sheamus est donc sur le ring avec les Brawling Brutes, et Sheamus le dit aussi qu'il a une belle histoire avec Edge parce que à un moment donné dans sa carrière, avant d'arriver chez WWE, il n'était pas sûr de continuer, etc. Et il a eu une conversation avec Edge qui finalement l'a convaincu de continuer sa destinée et de continuer sa passion qui était le catch. Donc vraie histoire entre les deux. Et Sheamus accepte le challenge de Edge pour la semaine prochaine. Donc on aura un match inédit pour Edge la semaine prochaine, ce qui est plutôt cool. J'avoue juste que je comprends pas trop le pourquoi du comment, ça sort d'un coup comme ça. Comme je l'ai dit déjà, Edge est averti pour la semaine prochaine et il vient cette semaine. Hyper bizarre, je trouve, sur le papier. Et en plus, il te dit juste, je veux un match contre Sheamus. Il l'a, et on l'a. Le segment était cool, parce qu'on va avoir des photos plutôt marrantes de Edge et des vidéos marrantes. C'est plutôt marrant, c'est plutôt sympa. Mais j'avoue que ça sort un peu de nulle part, donc je sais pas trop quoi en penser. LA Knight fait face à Top Dollar. LA Knight qui est du côté de Raw, de SmackDown, il est partout. La WWE capitalise enfin dessus, j'ai envie de dire. Et bon, pas grand chose à dire sur le combat face à Top Dollar, hein. On va pas y passer 2 heures, il va gagner ce combat. Bien évidemment, il va prendre le micro derrière pour dire que ce soit Raw, SmackDown, peu importe, il sera partout et c'est une bonne chose. Comme je dis, on capitalise enfin dessus. Raw, SmackDown, alors c'est vrai que on peut en avoir un peu marre si on le voit un peu partout. Ça, je suis d'accord. C'est pas mon envie. C'est-à-dire que j'aime beaucoup LA Knight, mais j'ai pas envie de le voir à Raw et à SmackDown chaque semaine. J'espère qu'on va se calmer là-dessus. En tout cas, pour le montrer, j'ai envie de dire à tout le monde, pour profiter de cette overness, profiter de l'énorme hype qu'il y a autour d'LA Knight. Je trouve ça plutôt intéressant de le voir à Raw et SmackDown pour voir un peu la réaction des différents publics. Je pense qu'aussi c'est un test aussi du côté de WWE pour voir à quel point ça fonctionne, même en termes d'audience pour voir à quel point ça fonctionne. Donc voilà, c'est plutôt des tests je pense pour WWE, mais c'est important aussi pour LA Knight de choper des victoires, même si, bon, qui ne gagne pas contre Top Dollar en 2023, on est d'accord, mais c'est quand même important. Austin Theory devait défendre son titre de champion des États-Unis face à Santos Escobar, mais il l'a attaqué à 2 reprises, une première fois en backstage, ce qui l'a blessé au niveau de la jambe, et finalement, lors de l'entrée de Escobar, Theory va s'en prendre à nouveau à lui, donc Escobar n'est pas apte à catcher, sauf que Austin Theory, il n'avait pas prévu ça. Eh bien, Adam Pearce a décidé que Rey Mysterio allait le remplacer. On va donc avoir Austin Theory face à Rey Mysterio pour le titre de champion des États-Unis. Un match qui va pas durer hyper longtemps d'ailleurs, mais sur ce qu'on voit, c'est vraiment très cool. Tu sens que voilà, les deux se font plaisir. Austin Theory face à un gabarit aussi petit, aussi léger qu'un Rey Mysterio. Eh bien, tu sens que là, il se fait plaisir, il peut le porter, il peut le soulever un peu dans tous les sens. Et Rey Mysterio, bon, contre n'importe qui, Rey Mysterio nous fait plaisir. Franchement, c'est plaisant. Et grosse surprise, Rey Mysterio va remporter ce match et devenir le nouveau champion des États-Unis. Ok, premièrement, gros choc et content, très heureux de voir Rey Mysterio à nouveau avec un titre. Trop content, vraiment, je suis trop ravi de le voir avec un titre. J'aime pas le terme c'est mérité, mais c'est mérité. Et deuxièmement, ils ont abandonné avec Austin Theory. Alors, ce qui m'énerve un peu, c'est qu'on va dire, ils ont abandonné avec Austin Theory. On va rejeter finalement la faute sur Austin Theory, sur son règne qui était pas bon. La vérité, c'est que le booking était pas bon. La manière dont on a mis en avant Austin Theory avec ce nouveau personnage, enfin, ce personnage, est-ce que c'est vraiment un personnage, ce truc fade qu'ils nous ont donné depuis des mois et des mois, c'est de leur faute.
c'est leur booking, c'est la personnalité d'Austin Theory qu'ils ont voulu retranscrire. C'est de leur faute à eux. Mais là, ils ont abandonné. Clairement, ils ont abandonné sur ce moment-là. Hein. Je dis pas qu'ils ont abandonné Austin Theory, parce qu'Austin Theory, il a 25-26 ans, il est très jeune et il a un talent monstre. Donc non, Austin Theory va revenir. Mais en tout cas, sur cette version-là, ils ont abandonné. Et troisième chose, et là, ça pour le coup, je suis giga chaud. Clairement, Santos Escobar et la LWO vont fêter avec Rey Mysterio tranquillement. Mais Santos Escobar, ça va pas lui plaire. Santos Escobar va avoir un côté jaloux. Ça va arriver. Santos Escobar va trahir Rey Mysterio. Ça va arriver. C'est obligé, sûr et certain. Pour ceux qui ont regardé NXT quand Santos Escobar y était, il a eu une période où il était en heel et Santos Escobar était excellent en heel. Je pense que là, il peut être fantastique face à Rey Mysterio. Je ne sais pas quand ça va arriver, peut-être pas la semaine prochaine ou quoi que ce soit, mais ça va arriver. Ce heel turn de Santos Escobar qui se retourne contre Rey Mysterio, et il a un peu toutes les raisons du monde de le faire, parce que Rey Mysterio lui a finalement pris son spot. Lui qui était dans ce match de championnat, c'est Rey Mysterio qui lui a pris. Alors, lui ne pouvait pas combattre, mais factuellement, il lui a pris sa place. Ouais, ça sent très bon et je pense que ça va arriver. Et le segment tant attendu, le main event, Roman Reigns est sur le ring avec Paul Heyman et Solo Sikoa. Il attend l'arrivée de Jimmy Uso. Jimmy Uso donc arrive sur le ring et Roman Reigns lui dit clairement qu'il lui en doit une. Et oui, parce qu'il l'a aidé clairement à SummerSlam. Et il lui dit, peu importe ce que tu veux, voiture, yacht ou simplement plus de pouvoir, si tu veux être mon bras droit, vas-y. Demande-moi ce que tu veux, moi ça me va. Franchement, vu ce que tu as fait, je peux accepter n'importe quoi. Et Jimmy Uso va dire, non, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire de ce que tu me proposes ou non. Tout ça n'a aucun rapport avec toi. J'en ai rien à faire. Roman Reigns un peu étonné, comprend pas trop sur le coup. Finalement, Jey Uso va venir et là on va voir les fameuses explications de Jimmy Uso sur pourquoi il a fait ça. Il va expliquer tout simplement qu'il ne voulait pas voir Jey devenir chef de tribu parce qu'il a vu à quel point ça avait rendu fou Roman Reigns, que c'était un être corrompu dorénavant, que c'était même un trou du cul, hein, clairement, disons les termes, c'est ce que dit Jimmy Uso, et donc il n'avait pas envie de voir son frère dans cette position-là. Il ne voulait pas voir Jey Uso se retrouver dans une position où il allait avoir du pouvoir, où il allait devenir fou, où il allait devenir une personne qu'il n'est pas. Ok. Est-ce que c'est mieux que la jalousie, qui était finalement la théorie numéro 1? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que finalement, Jey Uso va pas réellement répondre à ça, mais va simplement regarder Jimmy avec un peu de dédain, j'ai envie de dire. Et Jimmy va s'en aller. Finalement, va y avoir grosse bagarre sur le ring entre Jey, Roman Reigns et Solo. Jey arrive à prendre le dessus, arrive à porter un spear à Roman Reigns, toujours aussi beau, les spears. Et finalement, là, on se dit, ok, qu'est-ce qui va se passer? Jey reprend le micro alors que Jimmy s'en allait. Et Jey va dire, viens Jimmy. Et Jimmy s'attendait à faire... Et là, j'avoue que il y a une possibilité de même, de gif exceptionnel. Vraiment, c'est vraiment un moment comique. Jey arrive finalement près de Jimmy. Et Jimmy vraiment tend les bras en mode, viens, on va faire un câlin de réconciliation. Et Jey lui met un énorme super kick dans la tête. Plutôt logique qu'il fasse ça. Et ce qui est intéressant, c'est ce que va dire Jey Uso ensuite, où il va dire, en regardant la caméra, je quitte la Bloodline, je quitte SmackDown, je quitte la WWE. Ok. Et je peux comprendre ce côté, j'en ai marre. C'est, on va dire, le seul point de l'histoire où je suis sûr et certain que j'aime, c'est le côté, j'en ai marre de tout ça. Ce qui se passe avec Roman Reigns, avec mon frère, j'en ai marre, je quitte. J'en ai marre, je n'en veux plus, je ne veux plus de ce bordel, je ne veux plus de ces problèmes dans cette famille, je m'en vais. Je décide presque d'abandonner finalement, mais je m'en vais. Je ne peux plus supporter ça, donc je me casse. Et ça c'est la partie que je comprends le plus, c'est la partie où je suis vraiment hypé par la suite. Que va-t-il se passer? Jey va-t-il vraiment s'en aller? Est-ce qu'on va pas voir Jey pendant des mois? Grosse possibilité. Par contre, l'explication de Jimmy, je suis pas pour, je suis pas contre. Je suis entre les deux. Je n'ai pas encore décidé. Honnêtement, il y a une partie de moi qui... Ok, on n'est pas sur la jalousie, donc tant mieux. Mais est-ce que c'est mieux? Est-ce que le côté « je ne voulais pas que tu sois un chef de tribu » alors que finalement,
Jay et Jimmy se sont retournés contre Roman Reigns et la suite logique était de détrôner le chef de tribu. C'était la suite logique, donc Jimmy s'est embarqué là-dedans aussi. Je ne sais pas. Honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez. Je n'ai pas d'avis définitif là-dessus. Je ne sais pas du tout quoi en penser. Honnêtement, j'ai vu ça. J'étais ni pour ni contre. Donc dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Et quelle suite aussi pour Jey Uso. Bilan de ce SmackDown, j'ai trouvé un peu bizarre. Je peux pas dire que c'était mauvais. Je peux pas dire que c'était bon non plus. Mais j'ai trouvé hyper bizarre. À partir du moment où on a eu ce premier match qui ne s'est pas terminé entre Asuka et Charlotte. Ensuite, finalement, ce segment de la Bloodline en main event où je ne sais pas trop quoi en penser. Ensuite, le segment de Edge où je ne sais pas trop quoi en penser sur cette annonce qui arrive d'un coup comme ça alors que Edge devait être présent la semaine prochaine et qu'on a un match un peu random entre lui et Sheamus. Un peu bizarre. Honnêtement, j'ai pas passé un mauvais moment. C'est ce qui est bizarre, c'est que j'ai regardé le show. Et honnêtement, les segments, j'ai été plutôt captivé. Sheamus Edge, c'était captivant. Le main event, c'était captivant. Mais je sais pas, j'ai un sentiment bizarre en finissant ce show de... J'ai l'impression que ce show était écrit de manière bizarre. Peut-être que c'est simplement moi. J'ai pas vu les réactions encore sur les réseaux. Mais je sais pas, sentiment hyper bizarre en terminant ce show bleu. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Vraiment ça m'intéresse énormément parce que peut-être que je suis totalement déconnecté. Mais j'ai eu un sentiment hyper bizarre devant ce show. Je ne peux pas dire si j'ai énormément aimé, si j'ai détesté, et sûrement entre les deux. Donc je vais mettre un 6, parce que je ne sais pas trop quoi en penser à l'heure actuelle. Peut-être que c'est bizarre comme ressentiment, mais à l'heure actuelle, j'ai vraiment cette sensation-là. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve peut-être et sûrement dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!